Quand le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde. C'est une réplique du Roi Lion et ça n'a rien à voir avec notre sujet. Rien à voir, pas vraiment. On connaît tous l'histoire du garçon qui a survécu. Le 31 octobre 1980, alors qu'elle s'apprête à coucher son nourrisson d'à peine quelques mois, Lily entend l'explosion qui causera le début du cauchemar le plus court et intense de sa vie. Le Seigneur des Ténèbres est là. Et selon la prophétie, il en a après son enfant. Alors qu'elle fait appel à toutes ses capacités pour protéger Harry, en bas de l'escalier, le combat fait rage. Malheureusement, celui-ci sera de courte durée, se terminant par la mort tragique de James, son mari, dans un craquement cinglant. Enfermée dans la chambre, elle entend la mort s'approcher d'elle. Une énième explosion vient dégonder la porte, et alors que la baguette de l'envahisseur se dirige vers Harry, elle s'interpose et... Sauf que rien ne pouvait empêcher le Seigneur des Ténèbres de couper court au destin qui l'attendait. Rien, du moins c'est ce qu'il pensait. Le survivant est le nom du premier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers, celui qui introduit l'entièreté d'un monde qui a réussi à se placer parmi les grands symboles de la pop culture. Pourtant, le récit de cet enfant, qui va devoir affronter l'un des plus puissants seigneurs sombres du monde magique, commence bien des années avant la naissance de celui qui donnera son nom à l'univers dans lequel il évolue. Tom Elvis Jedusor, ou Tom Marvolo Riddle, avec l'accent anglais en version originale, une version dont on se fout royalement. C'est lui le monstre sous la capuche qui aura, en ce jour de Halloween 1980, mis fin à presque toutes les vies de la famille Potter dans la petite maison de Godric Hollow. C'est celui qui a pénétré dans cette demeure pour y prendre la vie. Après cette nuit, seul Harry est sorti de cette maison. Tom, lui, a disparu. Mort, mais pas vraiment. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom se pensait immortel. Il s'est tout de même consumé face à un bambin. Et malgré sa résurrection, il finira par mourir définitivement 17 ans plus tard, de la main de ce même enfant, devenu grand. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'histoire de ce gars, qui a été le grand méchant d'une des plus grandes sagas du cinéma, et qui, à mon goût, est pas assez mis en avant dans les films. On parle bien sûr de Tom Jedusor, plus connu sous le nom de Lord Voldemort. Un être qui s'est petit à petit transformé en monstre, jusqu'à finalement mourir comme un homme. Et si je dis qu'il est mort en homme, c'est parce que, même si c'est Harry qui aura donné le coup fatal, ou le sort fatal, c'est bel et bien son ego qui aura causé sa propre perte. Ok. On commence évidemment cette vidéo par dire qu'on est en total désaccord avec les propos de J.K. Rowling. Ici on est là. Ici on va parler de l'œuvre en elle-même, parce que c'est toujours intéressant d'étudier des œuvres, mais on ne cautionne absolument pas tous ces propos transphobes. En plus j'ai fait une vidéo pour dire que c'était totalement une fraude, donc allez la voir. Est-ce que j'ai besoin de présenter son univers? On va faire ça rapidement. Le monde se divise en deux catégories. Celui qui a le pistolet chargé et celui qui creuse. Mais c'est pas le bon film. Celui que nous connaissons, dans lequel nous évoluons, Et dans lequel on galère à peu près tous les jours. et le second. Un monde secret, un monde Un poil élitiste. un monde magique. Le jour de son 11e anniversaire, le jeune Harry Potter, orphelin, élevé par son oncle et sa tante, va découvrir ce second monde. Il est un sorcier, Je suis un quoi? Un sorcier on a dit. et il est accepté à l'école de magie de Poudlard. Là-bas, il apprendra le maniement de la magie, et découvrira au passage ses origines, et le nom de celui qui cherche à le faire tuer. Bon, ça a beau être une école, on le sait, la vie là-bas, elle est pas toute rose. Il a quand même affronté un troll, un chien géant à 3 têtes, un dragon, des sirènes, un serpent géant, un loup-garou et une mégère qui, étonnamment, s'avère être bien pire que toutes les choses que je viens de citer. Foutu Dolores Ombrage. Mais dans cette vidéo, la vie de Harry, en elle-même, on n'en a pas grand-chose à faire. En fait, on va passer directement à ce qui nous intéresse, à savoir la vie de Lord Voldemort. Et ça se passe bien avant sa naissance. Merope est une jeune fille douce qui n'a pas eu de chance. Déjà parce qu'elle est décrite comme ayant des cheveux raides et ternes, un visage banal au teint pâle et aux traits lourds, et ses yeux qui regardent pas dans la même direction. Je cite ça parce qu'on n'est pas là pour faire un jugement de valeur, mais en gros, c'est pas super sympa. Ensuite, parce que Merope,
c'est une Gaunt. Les Gaunt sont les descendants directs de Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de Poudlard et l'un des plus puissants sorciers du monde. Cependant, au début du XXe siècle, la famille Gaunt vivait dans la misère, rongée par la folie, la consanguinité et une obsession maladive pour la pureté du sang. C'était ça que je sous-entendais par monde élitiste. Elvis Marvolo Gaunt, le père de Mérop, était un homme violent et autoritaire, obsédé par sa lignée. Morfin, son fils aîné et héritier présumé, était un sorcier instable et cruel, héritant de la capacité de parler fourche-langue comme Salazar Serpentard. Mérop, quant à elle, était une jeune fille douce, mais opprimée, qui semblait presque dépourvue de pouvoir magique en raison de l'abus constant de son père et de son frère. Le destin de Mérop prit un tournant inattendu lorsqu'elle tomba amoureuse de Tom Jedusor Senior, un riche et beau moldu vivant dans un manoir voisin. Fascinée par lui mais consciente de l'impossibilité de leur union en raison de préjugés de son père, Mérop utilisa un filtre d'amour pour séduire Tom Senior. Ils se marièrent alors en secret et partirent vivre ensemble loin de l'influence destructrice des Gaunt. Mérop, croyant que Tom Senior l'aimait réellement, cessa d'utiliser le filtre d'amour, espérant que leur amour suffisait pour le maintenir à ses côtés. Cependant, l'amour de Tom Senior n'était qu'une illusion créée par la magie, et lorsqu'il retrouva ses esprits, il l'abandonna, la laissant enceinte et désespérée. Le cœur brisé, Mérop se retrouva seule, sans ressources et sans espoir. Elle trouva refuge dans un orphelinat de Londres. Elle donna naissance à son fils le 31 décembre 1926. Il y a beaucoup de choses qui se passent un 31 dans cette histoire. Elle mourut peu après l'accouchement, laissant derrière elle un bébé, nommé Tom Elvis Jedusor, en mémoire de son père, Moldu, et de son grand-père, sorcier. Et sans le savoir, elle a donné naissance au plus grand mage noir que le monde sorcier ait jamais connu. Tom Elvis Jedusor grandit dans l'orphelinat, un lieu austère et froid. Dès son plus jeune âge, il manifesta des talents exceptionnels pour la magie, mais aussi une cruauté inquiétante. Il terrorisait les autres enfants, utilisant ses pouvoirs pour les intimider et les punir. Son talent pour parler aux serpents, hérité de sa lignée, renforçait sa propre conviction d'être spécial et surtout d'être supérieur. À l'âge de 11 ans, Tom reçut la visite d'Albus Dumbledore. Alors professeur à Poudlard, Dumbledore voyait en lui un garçon plein de potentiel. Il informa Tom de sa véritable nature de sorcier et l'invita à rejoindre Poudlard. Avide de connaissances et de pouvoir, celui-ci accepta avec empressement. Albus ne se rendait pas compte à ce moment-là, mais il se trouvait réellement face à un danger. À Poudlard, Tom rejoignit naturellement la maison Serpentard. Brillant et charismatique, il gagne rapidement l'admiration de ses professeurs et ses camarades. Sauf que derrière ce charisme, ce charme, il parvient à cacher aux yeux de tous ses réelles intentions. Et surtout, une certaine froideur qu'il consume de l'intérieur. Pendant ces années, Tom se consacre à la recherche de ses origines. Il découvrit l'histoire de Salazar Serpentard et la légende de la Chambre des Secrets, une pièce cachée dans l'école tenant un monstre capable de purger Poudlard des élèves nés moldus. En 1943, Tom ouvre la Chambre des Secrets et libère le basilic. Cette attaque provoquera la mort de Myrtle Elizabeth Warren. Un nom extrêmement complexe, parce qu'elle s'appelle Myrtle, pour dire Mimi Géniarde. Ouais, vous la connaissez sous ce nom-là, elle s'appelle Myrtle. Myrtle. Eh ben. Pour ce désastre, c'est Hagrid, un élève de 3e année, qui cachait une acromantule dans sa malle, qui fut expulsé. Et vous ne verrez pas d'image d'acromantule dans cette vidéo, pour faire un beau cadeau à tous les arachnophobes qui nous regardent, et à moi-même pendant le montage. Pendant ces années d'études, Tom commença également à se renseigner sur la magie noire et la possibilité que celle-ci offrait. Et c'est notamment sur les Horcruxes qu'il se focalisa. Il s'agit d'objets permettant de cacher une partie de son âme pour atteindre l'immortalité. Cette quête devint une obsession, nourrie par sa peur viscérale de la mort. Et c'est en tuant d'innocentes personnes qu'il va réussir à en créer plusieurs. 7 objets qui renfermaient une partie de lui. Sauf que ces objets, c'est pas n'importe lesquels. D'abord, son journal intime. Par le sacrifice de Mimi Géniarde. Ensuite, la bague des Gaunt, volée à son oncle, qu'il corrompt par le meurtre de son père. Après avoir terminé ses études en 1945... Vous voyez un lien? Moi je crois pas. Tom travaille pour Barjo et Burke, une boutique de magie noire à l'allée des Embrumes. Ce poste lui permet d'acquérir des connaissances en magie noire et de trouver des objets très rares pour créer des Horcruxes.
Il fait la rencontre d'une vieille dame collectionneuse qui a en sa possession 2 objets qu'il convoite. Le médaillon de Salazar Serpentard, qui appartenait à la base à sa famille, mais qui a été vendu par sa mère à l'époque où elle cherchait un endroit où s'abriter, et la coupe en or de Helga Poufsouffle, une autre fondatrice de Poudlard, et qui a la meilleure maison. Tandis qu'il corrompt ses reliques, qu'il déchire son âme et qu'il se transforme physiquement en monstre, il commence à rassembler des partisans, des sorciers qui partagent ses idées sur la pureté du sang et la domination du monde magique. Tom prit alors le nom de Lord Voldemort, un anagramme de son nom complet, et entreprit de transformer son apparence et son esprit pour devenir une figure terrifiante et immortelle. Pour continuer dans son projet d'immortalité d'Horcrux, il va obtenir un rendez-vous auprès du nouveau directeur de Poudlard à l'époque, Albus Dumbledore. Souhaitant devenir un professeur dans l'école, il demande un poste. Rejeté par le directeur, encore heureux. Même si son choix pour les professeurs de magie contre les forces du mal, pas vraiment pertinent à chaque fois. En réalité, tout ça n'était qu'un prétexte. Durant sa scolarité, il est parvenu à discuter avec la Dame Grise, fantôme de la tour de Serdaigle, Helena Serdaigle. Et ouais, c'est le même nom. Celle-ci lui indique qu'un objet précieux de sa mère est caché dans la souche d'un arbre en Albanie. Une fois transformé en Horcrux, il se rend à Poudlard pour le cacher dans la salle sur demande, au milieu d'un bric-à-brac. Et c'est ainsi que le diadème perdu de Rowena Serdaigle a été perdu. Dans les années 70, Voldemort et ses mange-morts, ses fidèles partisans, commencèrent à semer la terreur en Grande-Bretagne. Ils perpétrèrent... Putain, c'est pas facile à dire, perpétrèrent. Ils perpétrèrent des... Ils ont buté des gens, torturé d'autres, et usé de la manipulation par la magie noire pour imposer leur vision du monde. Voldemort visa le ministère de la magie, cherchant à contrôler cette institution pour instaurer une politique de pureté de sang. Cependant, son pouvoir et son ego rencontrèrent une opposition farouche. L'Ordre du Phénix, fondé par Albus Dumbledore, tiens, comme on se retrouve, qui lutta contre les Mange-Morts, déclenchant une guerre brutale. Voldemort, malgré sa puissance, sous-estima la force de la résistance et la détermination de ses adversaires. Maintenant, je vous propose de faire un tout petit détour dans mon histoire pour se concentrer sur un moment très précis. En 1980, juste avant la rentrée des classes, Poudlard était à la recherche d'un nouveau professeur de divination. Dans la loge privée de la Tête de Sanglier, à Préolard, Albus fit la rencontre de Sibylle Trelawney. Elle était issue d'une famille de devins et bien qu'Albus ne soit pas porté sur la divination, il doit bien faire un effort. Alors, sans le comprendre, Sibylle a eu un flash. Elle prononça une prophétie. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Je vais essayer de faire un truc un peu différent. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois, et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Celui qui détient le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres sera né lorsque mourra le 7e mois. Eh ouais, rien que ça. C'est Albus qui a entendu cette prophétie pour la première fois. C'est lui qui a été le témoin de sa... Je sais pas comment on dit, quelqu'un qui prononce une prophétie, de cette prophétisation. Ça ira. Le premier, mais pas le seul. Derrière la porte de la loge, une oreille indiscrète prenait note. Severus Rogue, partisan de Lord Voldemort, avait tout entendu. Il rapporta l'information au Seigneur Sombre et alors, la famille Potter furent pris pour cible. Bon, il s'avère que dans une réalité alternative, le livre s'appelle Neville Londubat à l'école des sorciers. Parce que c'est lui qu'aurait pu être l'élu. Mais apparemment, Voldemort a aucun humour. Il préfère les Potter que les Londubat. Convaincu que l'enfant d'une famille de sang pur, tel que l'était Neville Londubat, ne pouvait pas être une menace aussi grande que le fils d'une sang de bourbe, il prit Harry pour cible. Son plan, c'était simple. La prophétie dit que cet enfant va naître pour me tuer. Si je tue l'enfant, j'arrête la prophétie. En soi, le raisonnement est plutôt logique. Mais c'est cette décision qui fut sa plus grande erreur. Le 31 octobre 1980, Voldemort se rend à Godric Hollow pour tuer Harry. Il assassina Lily et James, et lorsqu'il tenta de tuer Harry, la protection apportée par sa mère provoqua le retour de son sortilège, détruisant le corps de Lord Voldemort et réduisant son âme à un état d'existence spectrale. Harry, marqué d'une cicatrice en forme d'éclair, devint le garçon qui a survécu. C'est le nom du chapitre ?
Celui au tout début, là, que je disais. Cet événement marqua la première chute de Voldemort et la fin de sa quête initiale de domination et de son règne de terreur. Cependant, son histoire ne s'arrête pas là. Bien que réduit à un état presque sans vie, Voldemort survécut grâce à ses Horcruxes, et il put planifier son retour et sa vengeance. Tom Elvis Jedusor, à travers son parcours tragique et ses choix désastreux, incarne les dangers de l'ambition démesurée et la perte de soi dans la quête du pouvoir absolu. Il disparaît en laissant derrière lui 7 morceaux de son âme, dans des objets symboliques de la grandeur passée de leur propriétaire et d'un avenir incertain. La suite de l'histoire, vous la connaissez, que ce soit à travers les livres ou même les films. Vous savez que sa quête de grandeur lui a permis de revenir sur le devant de la scène. Des trucs bizarres. Il est revenu à la vie, il a pris la place du ministre. Pas vraiment, mais il a pris le pouvoir. Et il s'est fait fumer pendant une bataille dans une école, comme un gosse de CM1 en fait, en 1997. Et si vous êtes plus livre que film, vous savez que Tom, abattu par la baguette de Harry, tomba comme l'homme qu'il était. Et il n'est pas parti en poussière, comme on voit dans le film. Vous savez, il fait... Et il fait... Ça, c'était dans le film. En vrai, il a juste fait... Enfin, en vrai, tel que c'est décrit à la base. Tom, un peu comme sa mère, n'a pas eu de chance. Il est né et a grandi dans un orphelinat malfamé où on devait savoir se défendre. En plus de ça, il a hérité du caractère de sa lignée, les Gaunt, une lignée qui, par sa grandeur passée, se croit non seulement supérieure aux Moldus du monde normal, mais aussi des sorciers moins prestigieux ou impurs du monde magique. Pourtant, c'est bien ces traits de personnalité qui rendent Tom non seulement redoutable, mais aussi tragiquement humain dans ses défauts. L'ambition de Tom, déjà, c'est ce qui lui permet de rentrer chez les Serpentards. En même temps, j'ai envie de te dire, il est descendant des Serpentards, donc c'est assez logique. C'est ce qui lui a permis de se débrouiller à Poudlard. Pendant ses études, il aspirait au pouvoir, à la grandeur. Et donc, il s'est rapidement cru au-dessus des autres. Quand il découvre qu'il est l'héritier de Serpentard, il jubile. Et évidemment, il commence à se montrer hautain envers tout le monde. Ses ambitions le poussent à vouloir transcender toutes les frontières de la magie, qu'importe le prix à payer. C'est ce qui l'amène à rechercher des moyens de devenir immortel, menant ainsi à la découverte et à l'utilisation des Horcruxes. Le journal, la bague, les objets des créateurs de Poudlard ou même Nagani, le serpent, ont un point commun. Pour être transformés, ils ont tous besoin d'un sacrifice. Tom, c'est le genre de gars à reculer devant rien pour atteindre ses objectifs. Alors, il n'hésite pas à utiliser la violence et sa capacité à tuer sans remords en fait un adversaire particulièrement terrifiant. Cette cruauté n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique, car il manipule et terrorise tous ceux qui l'entourent pour asseoir son autorité, couplé à une absence totale d'empathie. Il a tout, du parfait psychopathe. Il ne ressent aucune compassion, aucune pitié, ce qui le rend incapable de comprendre les limites affectives qui unissent les autres. Cependant, non, cette absence d'empathie est un moteur dans sa chute, car elle l'empêche de comprendre des concepts comme le sacrifice ou l'amour qui se révèlent être extrêmement puissantes contre lui. J'ai un problème avec Voldemort. Je ne comprends pas ce qu'il veut en réalité. Je ne comprends pas ses motivations. Enfin, qu'est-ce que tu veux ? Oui, il est en quête de vengeance envers son père. Mais il l'assouvit super vite. Genre dès qu'il sort de l'école. Il entre en quête de vengeance envers Harry. Mais ça, c'est bien après avoir essayé de renverser le pouvoir une première fois. Du coup, pourquoi il fait ça ? C'est quoi son but ? Est-ce qu'il veut régner sur le monde magique ? Est-ce qu'il veut renverser le monde moldu ? Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il s'en prend pas au gouvernement des pays, genre ? Pourquoi il s'attaque au gouvernement du monde magique ? Attaque-toi à des moldus, en fait, si c'est ça le problème. Je pense sincèrement que Voldemort avait ses motivations. La volonté de devenir un grand sorcier qui ramène la pureté dans le monde magique et qui lui rend sa grandeur. Mais le simple fait d'entendre la prophétie a coupé tout sens critique dans son esprit pour le focaliser sur une seule chose. La survie. Et particulièrement, sa propre survie. Voldemort possède un charisme sombre qui lui permet de rassembler un groupe de partisans fidèles. Par la peur, la manipulation et la promesse du pouvoir, il maintient une influence presque inébranlable sur eux. Cette influence est renforcée par sa démonstration constante de puissance et par les actes de terreur qu'il orchestre, installant un climat de peur qui paralyse ses opposants.
il est capable de maintenir sous son contrôle un grand groupe de personnes. Il est beau parleur, un politicien qui ne recule devant rien pour convaincre. Or, ce qu'il veut par-dessus tout, c'est vivre. Tom, pour une raison inconnue, a peur de la mort. Il considère celle-ci comme la plus grande faiblesse de l'humanité. Cette terreur de la mortalité est centrale dans sa vie et dans ses actions. Voldemort cherche désespérément à conquérir la mort, à la dominer, ce qui le pousse à commettre des actes de magie noire. Il ne veut pas seulement être au-dessus de tous, il veut être au-dessus de tout. Pour Voldemort, mourir, c'est perdre. Tom voit la mort comme une fin ignominieuse. Ignominieuse. J'aime écrire, mais je sais pas parler. Il voit ça comme une ignominie. Non, il voit ça comme un truc infâme. Une défaite insupportable qu'il doit à tout prix éviter. Cette peur est enracinée dans son enfance traumatisante, marquée par l'abandon et la solitude. En tant que Tom Jedusor, il se sentait vulnérable et impuissant, et il en est venu à associer ses sentiments à la mort. Pour lui, mourir signifie perdre le contrôle, être soumis à un sort commun et insignifiant, quelque chose qu'il méprise. En fait, il considère que mourir, ça voudrait dire être au même niveau que les autres. Tout le monde meurt, mais comme je suis mieux que tout le monde, je ne meurs pas. Pour contrer sa peur de la mort, Voldemort se lance dans une quête obsessionnelle d'immortalité. Les Horcruxes est l'expression ultime de cette quête. En fragmentant son âme et en la cachant dans des objets, il pense pouvoir échapper à la mortalité. Cette quête le transforme en une créature dépourvue d'humanité, car chaque Horcrux est créé par un acte de meurtre qui marque son âme à jamais. Ce besoin d'immortalité montre comment la peur peut déformer une personne, la poussant à des extrémités inhumaines. Voldemort est prêt à tout sacrifier, sa moralité, son humanité et même ses partisans pour atteindre son objectif. Cela fait de lui un personnage tragique, condamné par ses propres peurs et ambitions à une existence de solitude et de haine. La seconde obsession de Tom, c'est la pureté du sang. Il méprise les sangs mêlés et les nez moldus, ce qu'il appelle les sangs de bourbe. Et cette obsession, en fait, elle prend racine dans les traditions familiales. Étonnamment, le mec est très traditionnaliste. Voldemort, malgré sa propre ascendance mi-sorcière, mi-moldue, adopte et exacerbe les préjugés de la pureté du sang, pour légitimer son pouvoir. Il utilise cette idéologie pour diviser la communauté des sorciers et pour justifier ses actes de violence et de terreur. En réalité, son obsession pour le sang pur masque un profond sentiment d'infériorité et de honte concernant ses propres origines. La pureté du sang devient ainsi un outil de contrôle et de manipulation pour Voldemort. En prônant cette idéologie, il crée un environnement où la peur et la haine peuvent prospérer, lui permettant de renforcer son pouvoir. Les partisans de Voldemort, les Mange-Morts, adhèrent à ses idées, perpétuant un cycle de discrimination et de violence. En fait, on sait qu'il méprise même la femme qui l'a mis au monde, parce que elle est allée s'accoupler avec un moldu. Il estime que c'est indigne de son sang, de sa lignée, que de s'abaisser à des sous-êtres moldus. Sous-être. Je l'ai dit, et c'est exactement ce qu'il pense. Vous l'aurez compris, l'obsession qu'il a pour la pureté du sang, que ce soit lui ou même tout le monde dans Harry Potter, c'est un reflet des réalités historiques. Au cas où ça vous aurait échappé, Voldemort et ses partisans, ils ont tendance à être le reflet du monde magique de l'idéologie extrémiste qu'on pouvait retrouver notamment en Allemagne dans les années 40. On peut aussi faire ce parallèle avec les ségrégationnistes aux États-Unis. L'insistance de Voldemort sur la pureté du sang et la hiérarchie raciale crée une société divisée et fracturée. Il utilise la discrimination comme une arme pour déstabiliser ses ennemis et pour gagner des partisans. C'est insupportable. Petite pause. Parmi ceux qui se sentent supérieurs ou menacés par les changements dans la société sorcière. Dans la société sorcière ? Dans la société sorcière. Et comme on dit diviser pour mieux régner, utiliser cette méfiance lui permet en fait de gagner des points et gagner du pouvoir dans le monde magique. On retrouve ce parallèle dans le tome 5, l'Ordre du Phénix. Tout au long de celui-ci, la moitié du monde croit Harry au sujet du retour du Seigneur des Ténèbres. L'autre moitié le prend pour un menteur et le dénigre. Pendant que le ministère le traite comme un paria, Tom Jedusor regagne peu à peu des fidèles et revient en force.
il peut prendre le temps de mettre en place son plan de revanche. Vous voyez, à la fin du tome 4, quand il apparaît à Harry, Harry est le seul à l'avoir vu, c'est le seul témoin. Et donc, en annonçant son retour, personne ne le croit. Et même s'il est revenu, ce serait pas avantageux pour lui de montrer qu'il est revenu. Là, il fait perdre toute crédibilité à Harry dès le début. Il fait en sorte que celui-ci s'isole pour lui, petit à petit, reprendre ses forces. Voldemort, dans son parcours, incarne les aspects les plus sombres de l'ambition humaine. Sa peur de la mort et son désir de la conquérir le poussent à des actes de cruauté et de magie noire inimaginables. Il incarne tous les extrêmes des valeurs prônées par Salazar Serpentard et les élèves de cette maison. Voldemort représente une vision du monde fondée sur la peur, la haine et l'égoïsme. Le contraste avec Harry Potter, qui partage une enfance similaire mais choisit une voie différente, met en lumière l'importance des choix individuels et des valeurs dans la formation de notre destin. Et ça, c'est une phrase clé. La formation de notre destin. Harry, au fil des films, construit son avenir par ses choix et par ses positions. Il devient l'élu de la prophétie. Il aurait pu être différent. S'il avait été proche de Malfoy plutôt que les Weasley, s'il avait fait un amalgame entre ses tuteurs qui l'ont maltraité et l'ensemble des Moldus, ou encore s'il avait choisi Serpentard à la place de Gryffondor. Un tas de choses auraient pu changer son destin. Des petites décisions qui auraient eu de grandes conséquences. Pour Tom, c'est pareil. Sauf que les décisions qu'il a prises l'ont conduit à la mort. Et toutes ces décisions, il les a prises uniquement en écoutant ce qu'il avait en lui, son ego. Si on reste en surface, c'est Harry qui a tué Voldemort de ses mains. De sa baguette, mais vous avez compris l'idée. La seule chose qui a amené Harry à se trouver devant lui dans la cour de Poudlard, c'est uniquement les mauvaises décisions stratégiques de Voldemort. Alors je vous propose un petit point philo-psycho de qualité plutôt moyenne, et je vous explique. Lego est une entreprise de jouets. Pardon, mauvaise blague, j'étais obligé de la faire à un moment donné, on continue. L'ego est un concept central dans la philo et la psychologie. Désignant la conscience que l'individu a de lui-même, il représente la perception de soi, l'image que l'on a de son identité, de ses capacités et de sa place dans le monde. Dans la vie quotidienne, l'ego se manifeste à travers nos pensées, nos sentiments, nos désirs et nos actions. Il influence nos décisions, nos relations et notre manière d'interagir avec notre environnement. L'ego peut se manifester de différentes façons, allant de la confiance en soi à l'arrogance, en passant par la vulnérabilité. Lorsqu'il est équilibré, l'ego permet à l'individu de s'affirmer tout en restant ouvert aux autres. Cependant, un ego démesuré peut conduire à l'égocentrisme, à l'obsession de soi et à l'incapacité de reconnaître les besoins et les sentiments des autres. Les philosophes et psychologues ont longuement étudié l'ego pour comprendre ses implications sur le comportement humain. Des penseurs comme René Descartes, avec son célèbre « Je pense donc je suis », ont mis l'accent sur l'importance de la conscience de soi dans la définition de l'être humain. Mais pour comprendre Tom Jedusor, il faut qu'on revienne sur les pensées et les écrits de Sigmund Freud. Freud, le père de la psychanalyse, a développé une théorie de la personnalité humaine basée sur 3 composants principaux. Le ça, le moi et le surmoi. Le ça représente les instincts primitifs et les désirs inconscients. Il est la source des pulsions fondamentales de l'homme, telles que la sexualité et l'agressivité. Le ça fonctionne selon le principe de plaisir, cherchant la satisfaction immédiate de ses désirs. J'ai faim, donc je mange. C'est tout aussi simple. Le moi est la partie consciente de la personnalité, chargée de médiatiser les désirs du ça et les contraintes de la réalité. Il fonctionne selon le principe de réalité, cherchant à satisfaire les désirs du ça de manière socialement acceptable et réaliste. J'ai faim, mais je suis au milieu d'un truc important, donc j'attends et je mangerai. Le surmoi reprend les normes et les valeurs intériorisées par l'individu, souvent issues de l'éducation parentale et sociétale. Il agit comme une sorte de conscience morale, jugeant les actions et les intentions du moi. J'ai faim, et j'ai conscience de l'importance du moment, donc j'attends et je mangerai plus tard. Par contre, j'ai vraiment la dalle. Dans le cas de Voldemort, son comportement est largement dominé par son ça. Ses actions sont guidées par ses désirs primitifs de pouvoir, de domination et de contrôle. Il recherche la satisfaction immédiate et ses pulsions sans considération pour les conséquences morales ou éthiques. Le moi de Voldemort est subordonné aux exigences du ça,
utilisant son intelligence et ses capacités magiques pour réaliser les désirs de celui-ci. En fait, il est même bien trop fort, à tel point qu'il surpasse la seule chose qui pourrait l'aider à raisonner, le surmoi. Le surmoi de Voldemort est notablement faible. Il semble dépourvu de conscience morale, ce qui lui permet de commettre des actes de violence et de cruauté sans ressentir de culpabilité ou de remords. Cette absence de surmoi est une caractéristique clé de sa personnalité psychopathe, le distinguant des personnages comme Harry ou Dumbledore qui possèdent un surmoi plus développé et équilibré. Au fil de son histoire, Tom a développé son moi, à tel point qu'à un moment donné, il a eu un surplus. Surplus d'ego, genre ça déborde. Poussant au maximum son ça, qu'importe le moment, un excès d'ego favorise son état de conscience en lui à son paroxysme et l'élève mentalement à un niveau au-dessus de l'humain. Pour lui, un dieu, pour les autres, un monstre dénué de nuances. Ce qui est intéressant, c'est de voir le moment de bascule qui a mené à sa chute. Le ça de Voldemort lui demande de répondre à un besoin de puissance. Le fonctionnement de son moi est le suivant. Je veux plus de puissance, et je suis le descendant d'un puissant sorcier légendaire, donc je suis aussi un puissant sorcier légendaire, je prends le pouvoir. Son ego cache le surmoi, qui lui aurait permis de prendre du recul sur la situation, lui permettant de nuancer une nouvelle fois sa pensée. Mais s'il avait nuancé sa pensée, il ne serait pas devenu le plus grand mage noir de tous les temps et aurait atteint le titre de sorcier le plus légendaire du monde. Sauf que, encore une fois, c'est cet ego en particulier qui a causé sa chute. Déjà, Voldemort sous-estime constamment Harry Potter et ses alliés. Son ego le rend incapable de voir Harry comme une véritable menace. Il pense que, étant le plus puissant des sorciers, il ne peut pas être vaincu par un simple adolescent. Cette sous-estimation lui coûte cher à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il ignore les avertissements et les signes de la résistance organisés par Harry et l'Ordre du Phénix. Ici, c'est la base du narcissisme dont il fait preuve. Il se prend pour un dieu et ne pense pas avoir de concurrence. On n'a pas affaire à un Icare qui se brûle les ailes en voulant voler trop près du soleil. On a affaire à un Icare qui se prend un confringo lancé depuis un mortel bien sur Terre et qui cause son crash. Alors que Icare était lui aussi un simple mortel. De plus, dans toutes les étapes de son plan pour prendre le pouvoir, Tom a fait preuve d'égocentrisme qui lui ont masqué les failles de celui-ci. On revient sur tout le plan et je vous explique où il y a des problèmes. D'abord, il faut qu'on parle des Horcruxes. Tom a coupé son âme en 7 morceaux distincts pour les mettre dans des objets et ne jamais mourir réellement. Je pense qu'on y a tous pensé. Pourquoi est-ce qu'il a pas mis son âme dans des objets lambda ? Genre littéralement, le truc le plus intelligent à faire, c'est tu mets un morceau de ton âme dans un galet et tu jettes ce galet au milieu d'un lac. C'est pas à son niveau. Un objet simple n'est pas digne de détenir une part de l'âme du Seigneur des Ténèbres. Il lui faut des objets d'importance. Il a besoin de compromettre des reliques du monde magique. Il va marquer l'histoire future et se protéger de la mort par des objets de l'histoire passée. Il choisit donc le médaillon de Serpentard, la coupe de Poufsouffle, le diadème de Serre d'Aigle, la bague familiale. Il a quand même choisi son carnet d'étudiant parce qu'il faut savoir rester simple. Et enfin, le serpent. Mais le serpent, c'est pour une toute autre raison. Sauf que, il commet là 2 erreurs. D'abord, le choix des objets emblématiques rendent leur détection et leur destruction faciles. Lorsque l'on tombe par hasard sur une pièce si importante qu'elle devrait être dans un musée, on sait faire la part des choses. Ici, il a vraiment choisi des objets symboliques qui montrent la grandeur des sorciers du passé, qui en sont même les témoignages. Ensuite, c'est la manière dont il a récupéré ces objets qui pose problème. Pour mettre la main dessus, il a outrepassé toutes les lois, utilisant ruses, manipulations et sortilèges interdits, et j'en passe. Il a récupéré la bague familiale et le médaillon en tuant son oncle. Il a volé la coupe de Poufsouffle en manipulant et en tuant la collectionneuse qu'il avait en sa possession et a même fait emprisonner son elfe de maison pour son meurtre. Il a aussi menti à la Dame Grise, fantôme de la tour de Serre d'Aigle, pour trouver le diadème et a profité d'un rendez-vous avec Dumbledore pour s'introduire dans la salle sur demande. Son plan semblait parfait. Il ne laissait pas de traces, seuls des cadavres et des coupables. Mais il a oublié l'essentiel. Il a laissé des témoins. L'elfe de maison, bien que sous-être pour lui, gardait le souvenir des événements passés chez sa maîtresse. La Dame Grise savait que le diadème avait été corrompu. En pensant passer inaperçu, il a laissé des marques et des traumatismes à ceux qui ont croisé son chemin, causant la première entaille dans son piédestal.
Protégé par les restes du passé, Tom prend le dessus sur la vie elle-même. Il se sent immortel, indestructible, surpassant même la destinée. Pourtant, un professeur de Poudlard s'apprête à mettre sans le savoir un grand coup de pied dans l'ego de l'homme. Un jour, Severus Rogue vint éclairer Tom avec une information capitale. Une prophétie a été dite, Sibylle Trelawney a annoncé sa perte face à un nourrisson. Bien qu'incomplète, la prophétie annonçait sa mort imminente. C'est alors un choc. On ne peut pas tuer le Seigneur des Ténèbres. On n'entre pas si facilement au Mordor. C'est une autre F. Ni la magie ni même l'espoir ne peuvent avoir raison de lui. Si une prophétie annonce une telle chose, c'est peut-être que l'enfant va être d'une puissance supérieure à la sienne. Il ne peut pas prendre ce risque. Alors, prenant les devants, il décide de tuer la prophétie dans l'œuf, en finir avec le jeune Potter, encore dans son berceau. C'est la seconde erreur. Tout d'abord, il faut comprendre qu'en réalité, Tom n'a pas peur de Harry. Qui aurait peur d'un enfant ? Il a peur de l'image qu'il s'est faite d'un futur possible. Il a eu peur de sa future mort. Et dans toutes ces phrases, le mot-clé, c'est futur. Dans notre langage quotidien, le futur désigne tout ce qui est à venir, ce qui n'existe pas encore dans le présent. Cependant, le futur est aussi lié à notre perception et à notre capacité à l'imaginer. Dans ce sens, il est en partie construit par nos pensées, nos désirs et nos appréhensions. Le futur, il peut être perçu de plusieurs manières. En tant que réalité objective, certains philosophes affirment que le futur existe indépendamment de notre pensée, que les événements futurs se produiront qu'ils soient pensés ou non, ou en tant que projection subjective. D'autres soutiennent que le futur est uniquement ce que nous envisageons ou anticipons. Dans cette perspective, le futur serait en grande partie façonné par notre esprit. Alors attention, ils disent pas qu'on peut deviner le futur, ils disent que le futur n'est pas écrit, mais que c'est notre manière de l'aborder qui va le créer. Pour Aristote, le futur se caractérise par la contingence. Contingence. Cela signifie que le futur n'est pas strictement déterminé. Il existe des potentialités qui peuvent ou non se réaliser. Par exemple, un gland a le potentiel de devenir un arbre. Mais cela dépendra de diverses conditions. Ce soir, il y a des chances pour qu'il pleuve. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et qu'on ne peut pas calculer. Il y a une contingence. Pour revenir du coup à notre problématique de base, Voldemort n'a pas pris en compte toutes les variables. En effet, la prophétie n'est pas un fait. Elle n'est pas destinée à se réaliser et ne rend pas inévitable la mort. Elle décrit une potentialité, un futur possible parmi d'autres. Voldemort choisit de réagir à cette prophétie comme si elle était un fait, en tentant d'éliminer Harry Potter, qu'il pense être l'enfant élu. Cette réaction, elle-même, est contingente. Il pourrait choisir d'autres actions ou ne pas agir du tout. Mais il croit que tuer Harry peut éliminer la menace. Dans l'univers d'Aristote, chaque être possède des potentialités qui peuvent ou non se réaliser. Voldemort, en choisissant de poursuivre Harry, actualise certaines potentialités, tout en laissant d'autres en suspens. Je disais au tout début de la vidéo, Neville Londubat avait le potentiel pour devenir l'élu. Mais c'est le choix de Tom qui a écarté cette possibilité. Ce que Voldemort n'a pas compris, c'est que la prophétie représentait un chemin potentiel, parmi tous les autres. En cherchant à tuer Harry, Voldemort tente de contrôler et d'actualiser une potentialité particulière. Celle où il survit en éliminant la menace prophétique. Cependant, cette action ouvre d'autres potentialités, notamment celle où Harry survit et où Voldemort devient encore plus vulnérable. Paradoxalement, les actions de Voldemort pour essayer d'empêcher la prophétie vont la rendre encore plus probable. En essayant de tuer Harry, il crée les conditions pour que Harry devienne effectivement la menace prophétique qu'il redoute. Ainsi, en cherchant à actualiser une potentialité spécifique, en actualise une autre, celle de son propre destin tragique. Voilà pour certaines de ses plus grosses erreurs. En prenant trop en considération son ego, sa toute-puissance, en étant persuadé que personne n'est capable de lui tenir tête, et en choisissant de couper court à la prophétie, il perd de vue le fait que le destin n'est pas écrit, que la prophétie ne signifie pas qu'une chose va se passer, et que le futur est imprévisible. Ici, il ne s'attendait pas à ce que Lily Potter fasse preuve de magie blanche pour protéger son enfant. Il ne pensait pas à créer un nouvel Horcrux sans le vouloir réellement. Il ne s'attendait pas à, en partie, mourir le soir même. C'est rendu à Godric Solo sans prendre en compte des milliers de facteurs qui rendent la situation contingente. Aveuglé par sa force et le besoin de vouloir détruire tout ce qui le met en danger. Et encore une fois, c'est sa peur de la mort qui lui a fait oublier
la contingence du moment. J'aime bien ce mot contingence, je pense que je vais me la péter avec maintenant. Les années ont passé sans que Tom Jedusor ne fasse parler de lui. Perdu, disparu, mort, personne ne le savait. Mais ce que beaucoup redoutaient ses produits, il est revenu. Par ses apparitions, spectrales et semi-incarnées, il a continué à faire preuve de dédain envers tous. Il a conduit Harry à le détester d'autant plus. Il a attisé la haine chez son pire ennemi, l'incitant à grandir avec la ferme volonté d'en finir avec celui qui le martyrise et effraie l'ensemble du monde magique. En gros, il a harcelé un gosse pendant toute son enfance, et après, il s'est dit « Non mais tranquille, il n'y aura pas de répercussions plus tard ». Le harcèlement, c'est mal. Et c'est ça qui nous mène à un tout dernier point, la bataille finale. Alors que Poudlard se prépare à affronter l'armée de Voldemort, ce dernier attend patiemment de l'autre côté de la rive du lac Noir. Armé de sa baguette de sureau, obtenue comme un Tomb Raider, en allant la piquer directement dans le tombeau de Dumbledore. Juste pour résumer aussi, à ce moment-là, il est au courant que Harry recherche les Horcruxes pour les détruire. Il le sait parce que il le ressent quand les Horcruxes sont détruits, et parce qu'il a conscience que son serpent est la seule chose qui lui reste. Et encore une fois, le caillou dans le lac, ça l'aurait sauvé. Déjà, il ne cherche pas à éloigner Nagini du champ de bataille. Ce qui est une terrible erreur. Ils sont capables de faire des allers-retours entre deux endroits en moins de 3 secondes. Il aurait très bien pu aller à l'autre bout du monde, laisser son serpent dans un zoo en pleine sécurité, comme si de rien n'était. Il aurait survécu. Il donne rendez-vous à Harry et détruit lui-même l'Horcrux en lui. Et encore une fois, il faut qu'il parade. Il a besoin de mettre fin à la rébellion. Mais pourquoi a-t-il besoin de le faire lui-même ? Alors oui, il tue Harry. Et pour son ego, il a besoin de montrer qu'il a réussi. Il a besoin de parader. Il a besoin d'aller lui-même au beau milieu du champ de bataille pour montrer le cadavre d'Harry. Il peut pas envoyer des gens le faire à sa place, des émissaires. Pourquoi se rendre en personne sur les lieux de l'affrontement ? Eh bien, encore une fois, par ego. En élargissant notre réflexion, nous pouvons intégrer les idées de Friedrich Nietzsche sur la volonté de puissance. On en parle assez régulièrement sur la chaîne. Nietzsche explore le concept de volonté de puissance qui représente le désir fondamental de l'individu de s'affirmer, de croître et de dominer. Selon Nietzsche, la volonté de puissance est une force motrice essentielle à l'existence humaine, incitant les individus à surpasser leurs limites et à imposer leur volonté au monde. Est-ce que vous avez compris le rapport avec Tom Jedusor ? Voldemort incarne cette volonté de puissance de manière extrême et destructrice. Son désir de domination absolue et de contrôle sur les autres est une manifestation directe de cette philosophie. Il ne cherche pas seulement à survivre ou à prospérer, mais à imposer sa volonté sur tout et à tous, écrasant toute opposition. Et c'est ça qui le pousse à venir dans la cour de Poudlard. Le besoin d'écraser l'opposition. Contrairement à la vision de Nietzsche, qui voit la volonté de puissance comme une force potentielle créatrice et affirmative, la quête de puissance de Voldemort est purement destructrice. Elle ne conduit pas à la création ou à l'amélioration, mais à la terreur, à la souffrance et à la mort. Sa domination n'est pas une expression de force véritable, mais de peur et de faiblesse, un moyen de compenser ses propres insécurités et de masquer son sentiment d'inadéquation. L'ego démesuré de Voldemort le pousse à répondre à son ça, ses désirs profonds, dont sa quête obsessionnelle de pouvoir. Une nouvelle fois, il est aveuglé par sa perception de sa propre personne. Et c'est son incapacité à reconnaître ses limites, à comprendre ses faiblesses qui vont le contrarier et sceller son destin. Il est donc là, debout face à la foule de résistants. Le corps de Harry à ses côtés, lorsque celui-ci reprend vie. Et là, c'est le choc. Déjà parce que le sortilège de mort n'a pas eu l'effet escompté, encore. Ensuite, parce que Harry a réussi à survivre par 2 fois à la toute-puissance du Seigneur des Ténèbres, détruisant aux yeux de tous la capacité magique du monstre, réduisant même son état de monstre à une image misérable. Imaginez, vous êtes un partisan de Voldemort. On vous dit que une seule fois, il a perdu. Il a essayé d'utiliser un sortilège de mort sur un enfant et ça n'a pas marché. Ok, pourquoi pas, vu le nombre de gens qu'il a tués comme ça, mais là il se retrouve face au même gars, il réutilise le même sortilège, et encore une fois ça marche pas. L'image qu'on a de ce mec qu'on pensait pour un dieu, elle est brisée à tout jamais. C'est comme faire saigner un roi qui se prend pour un dieu justement.
Vous voyez le truc dans 300 là, ça le fait littéralement tomber de son piédestal. Et dans la tête de Voldemort alors. Sans même le savoir, il a déjà perdu. Parce que même s'il finissait par réussir, qu'il gagne ce combat ou pas, son ego est brisé. Il a manqué par 2 fois de tuer un enfant. Il a perdu toutes les protections qu'il avait. Là, même armé de la baguette la plus puissante du monde, ses serviteurs prennent la fuite. Il n'a plus aucune chance de régner sur le monde magique. Sa réputation, qui instaurait la terreur, ne marchera plus sur personne. Il n'est plus le puissant mage noir. Même dans sa tête, c'est fini. À ce moment-là, seules 2 choses lui importent réellement, son besoin de vengeance et sa peur de la mort. Et là, même s'il a déjà perdu, il n'a pas le choix. Il est obligé d'en finir. Il est obligé d'aller jusqu'au bout. Il peut pas juste s'arrêter et repartir. Et dans un affrontement final, il a besoin de détruire celui qui l'a fait tomber de son piédestal. Et nous y voilà. Neville coupe le serpent, Harry prend le dessus, et envoie Tom Jedusor dans le silence éternel de la mort. Et donc encore une fois, moi le truc qui me dérange dans ce film, c'est la manière dont il meurt. C'est spectaculaire, mais c'est pas juste. Malgré toutes les horreurs, il meurt comme un homme, tué par cet ego dont il a attisé la flamme toute sa vie. La vie de Lord Voldemort a été rythmée par la domination, non seulement par la force brute, mais aussi par la terreur et la manipulation. Son ego l'a amené à croire qu'il était destiné à régner, à devenir immortel et à imposer sa vision du monde. Mais son incapacité à comprendre et à apprécier les vertus d'autrui l'a rendu aveugle aux forces qui ont fini par le détruire. L'histoire de Tom, c'est l'illustration parfaite du concept d'hybris et de némésis. L'hybris, ou arrogance excessive, conduit inévitablement à la némésis, la vengeance divine ou le juste châtiment. En croyant qu'il peut défier la mort et contrôler le destin, Voldemort attire sur lui une série de conséquences désastreuses. Chaque acte d'hybris, de la création des Horcruxes à la tentative de tuer Harry Potter, prépare le terrain à sa chute. L'ego démesuré de Voldemort, ses erreurs fatales et sa peur de la mort nous offrent une leçon profonde sur les dangers de l'arrogance et la quête de pouvoir. C'est la sagesse, la modération et l'humilité qui peuvent triompher des forces destructrices de l'ego et de l'hybris. En choisissant cette thématique de vidéo, j'avais 2 sujets en tête. La première, c'était de vous parler de l'ego de Tom Jedusor, et comment ses choix et sa prétendue grandeur ont mené à sa propre destruction. Ça, c'est dans le titre de la vidéo, normalement. Mais aussi, comment, par le simple fait de vouloir empêcher le destin, il a provoqué la prophétie. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voldemort, par ses actions et ses décisions, a joué un rôle central dans l'accomplissement de la prophétie qui annonçait sa chute. Cette situation illustre le concept d'auto-réalisation des prophéties. Cette idée stipule que, par le simple fait de croire en une prédiction et d'agir pour l'empêcher, on peut provoquer sa réalisation. En apprenant la prophétie par l'intermédiaire de Severus Rogue, Voldemort décide d'éliminer la menace avant qu'elle ne se réalise. Ainsi, il provoque le commencement de cette prophétie. En attaquant Harry et en lui transférant involontairement une partie de ses pouvoirs, Voldemort fait de Harry un sorcier exceptionnellement puissant, capable de le défier. Marqué comme son égal. La prophétie mentionne un pouvoir que Voldemort ignore. Ce pouvoir est l'amour, notamment porté par Lily à son fils. En tuant les parents de Harry, Voldemort déclenche une protection magique puissante basée sur le sacrifice de Lily Potter, une force qu'il ne comprend pas et ne peut pas contrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où la prophétie est dictée, des dizaines de chemins s'ouvrent sur l'avenir. Pense même qu'une série What If sur Harry Potter, ça serait assez stylé. Si Voldemort n'avait pas cherché à tuer Harry, qu'il avait considéré la prophétie comme un leurre d'espoir pathétique pour les gens qui lui résistent, je mets des guillemets, c'est un truc qu'il aurait pu penser quoi. Il ne serait pas mort cette nuit-là à Godric Hollow. Il aurait peut-être même régné un long moment sur le monde magique. Tom et Harry ont un parcours similaire, du moins un point de départ très similaire. Mais leurs choix respectifs les ont amenés à s'éloigner pour devenir 2 faces d'une même pièce. Sauf que Harry, il a un coffre à la banque avec plein d'argent dedans. Et Tom, lui, il avait pas un centime. Je crois même qu'il a eu une bourse. D'ailleurs, le parcours similaire, le même point de départ et des chemins similaires, c'est exactement le sujet de la vidéo sur This Is Us. Je vous mets un lien quelque part par là. Je sais pas. La réaction de Voldemort à la prophétie est essentiellement dictée par la peur. Cette peur est une manifestation de son ego et de son désir de contrôle.
Parce que oui, derrière ce monstre, cette montagne d'ego cherchant à tout prix le pouvoir et la reconnaissance, se cache un homme. Un homme esseulé. Rejeté par les Moldus, qui l'ont vu grandir car bizarre. Incapable de se forger des amitiés autrement que par la menace. Et qui a constamment peur de cette entité qui fait partie intégrante de la vie et que lui-même sème partout sur son passage, la mort. Il y a deux choses qui effraient Tom Jedusor, c'est Dumbledore et la mort. La mort qui distribue les reliques, et à un moment donné, c'est Dumbledore qui les a toutes. Donc, Dumbledore, c'est là... Oh!